Le vent de midi charriait une chaleur lourde, saturée d'odeurs d'asphalte brûlant et de kérosène. Les rotors de l'hélicoptère jaune et noir vrombissaient, leur grondement résonnant comme un orage roulant au loin sur l'aérodrome de Havenwood Executive Strip. L'appareil, rutilant sous un soleil voilé par des nuages fins, était posé sur le béton immaculé du terminal privé, à l'écart des regards indiscrets. Tout semblait trop calme, hormis le sifflement rythmé des pales qui déchiraient l'air, un métronome mécanique dans ce silence oppressant. Marcus Thorne, 42 ans, magnate de l'immobilier et investisseur à la réputation d'acier, ajusta ses boutons de manchette en or avec une précision presque obsessionnelle. Son costume bleu marine, taillé sur mesure à Milan, épousait ses épaules comme une armure, mais ne pouvait masquer la tension qui raidissait sa nuque. Ce vol n'était pas un simple déplacement d'affaires. C'était une fuite, une évasion orchestrée dans l'urgence, après une semaine de menaces anonymes qui avaient ébranlé son assurance légendaire. D'abord, une enveloppe vierge glissée sous la porte de son bureau au sommet de la Thorne Tower, contenant une unique plume noire. Puis, un oiseau mort, aile brisée, abandonné sur le pare-brise de sa Bugatti Chiron. La veille, les caméras de sa maison de vacances à Harbor Point avaient été sabotées, leur fils sectionné avec une précision chirurgicale. Marcus n'avait rien dit, ni à son assistant ni à sa garde rapprochée. Il avait bâti un empire en écrasant la peur, il ne laisserait pas un lâche tapis dans l'ombre l'intimider. Ce matin, il avait affrété cet hélicoptère à la dernière minute par un courtier privé, un contact recommandé par un vieil associé qu'il n'avait pas revu depuis des années. Destination: une retraite isolée dans les montagnes du Nord, un chalet intraçable où il pourrait reprendre le contrôle, analyser les menaces et riposter. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il avait toujours cru que l'argent achetait la sécurité, que sa fortune était un rempart. Il allait bientôt apprendre à quel point il avait tort. Alors qu'il posait une chaussure cirée sur le patin de l'hélicoptère, une voix aiguë, presque désespérée, déchira le bourdonnement des rotors. Ne montez pas dans l'hélicoptère. Marcus se figea, son pouce accélérant. Il pivota, le souffle coupé par ce qu'il vit. Un jeune garçon noir, 7 ou 8 ans, courant à perdre haleine sur le tarmac. Sa chemise en lambeaux, tachée de boue séchée, flottait autour de son corps frêle. Son pantalon déchiré aux genoux révélait des éraflures fraîches. Ses yeux, écarquillés de terreur, brillaient d'une panique viscérale. « Ne pars pas, ils vont te tuer !» cria-t-il, la voix brisée, des larmes traçant des sillons dans la sueur et la poussière de son visage. Marcus recula instinctivement de la porte de l'hélicoptère, désorienté. Son équipe de sécurité, 3 ex-marines endorphinés par des années de mission à haut risque, était à l'autre bout de l'aérodrome, occupé à sécuriser son jet privé à l'heure qu'il avait mis en place pour brouiller les pistes. Il était seul. Il tendit une main vers l'enfant, sa voix ferme mais teintée d'inquiétude. « Ralentis. De quoi parles-tu » Le garçon s'effondra à ses pieds, haletant, ses petites mains agrippant le béton comme s'il craignait d'être arraché. L'homme dans l'hélicoptère. Il n'est pas celui que tu crois. Marcus se raidit, un frisson glacé remontant son échine. Lentement, il tourna les yeux vers le cockpit. Le pilote, silhouette immobile derrière son casque teinté, les observait. Son visage était indéchiffrable, ses yeux masqués par le reflet du verre. Trop calme, trop immobile, comme un prédateur guettant sa proie. Une alarme instinctive s'alluma dans l'esprit de Marcus, un instinct forgé dans ses jeunes années à Brooklyn, où il avait appris à lire le danger dans un regard, avant que la richesse ne l'isole du monde. « Qui es-tu » demanda Marcus, s'agenouillant pour se mettre au niveau du garçon, sa voix adoucie mais pressante. « Kofi » murmura l'enfant, ses lèvres tremblantes. « Ils ont pris mon frère, Abel. Il a essayé de prévenir quelqu'un, lui aussi. Cet homme, il pointa un doigt tremblant vers l'hélicoptère. Il ne travaille pas pour la compagnie. Je l'ai entendu à la radio, dans le hangar. Il parlait de toi. Ils attendaient que tu sois seul. » Le cœur de Marcus s'emballa, battant à ses tempes. Cet hélicoptère avait été réservé à la hâte, un arrangement discret pour échapper aux menaces. Il avait cru agir vite, rester imprévisible. Et si quelqu'un avait anticipé son mouvement, et si sa panique avait été orchestrée, exploitée contre lui, il revit l'appel du courtier, sa voix mielleuse, trop empressée, insistant sur la fiabilité du pilote. Une erreur qu'il n'aurait jamais commise dans ses jeunes années, quand il négociait des contrats dans des arrière-salles enfumées. Soudain,
la porte latérale de l'hélicoptère s'ouvrit avec un claquement métallique. Le pilote, un homme au visage anguleux et aux cheveux rasés sous son casque, pencha la tête. « Tout va bien, monsieur Thorne. » Sa voix était neutre, presque robotique, mais sa main droite, à peine visible, reposait près de la commande des gaz, les doigts crispés sur un objet indistinct. Marcus força un sourire, son instinct hurlant de gagner du temps. « J'ai oublié des documents au terminal. Je reviens dans une minute. » Il se redressa, attrapa Kofi par l'épaule et marcha d'un pas rapide vers le bâtiment administratif, un cube de verre et d'acier à l'extrémité de la piste. Le garçon boitait à ses côtés, ses pieds nus écorchés par le bitume brûlant. Marcus jeta un regard en arrière. Le pilote n'avait pas bougé, mais son regard pesait sur eux, un poids invisible qui fit frissonner Marcus. À l'intérieur du terminal, Marcus pressa le verrouillage d'urgence, les portes se scellant avec un sifflement pneumatique. Ses mains tremblaient, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, depuis cette nuit où, adolescent, il avait échappé à une fusillade dans un entrepôt désaffecté. Lui, qui avait bâti un empire à coups de calculs froids et de paris audacieux, venait d'être sauvé par un enfant couvert de crasse. Il décrocha le téléphone de l'aérodrome, sa voix tranchante. « Sécurité, bouchez l'aérodrome. Le pilote n'est pas des nôtres. Vérifiez la compagnie de charter, le nom du pilote, ses antécédents. Récupérez toutes les images des caméras et contactez la FAA. Immédiatement. » En quelques minutes, l'aérodrome s'embrasa d'activité. Des SUV noirs surgirent, gyrophares allumés, tandis que des agents en gilet tactique envahissaient le tarmac. Mais l'hélicoptère avait disparu. Dès que Marcus avait verrouillé le terminal, les rotors avaient hurlé, et l'appareil s'était envolé, rasant les pins au-delà de la piste. Pas de plan de vol déposé, pas de signal de transpondeur. Un fantôme dans le ciel. Kofi, enveloppé dans une couverture grise, était assis sur un banc près d'un distributeur automatique, serrant un chocolat chaud entre ses mains tremblantes. Il parla à peine, mais ses mots, murmurés entre deux gorgées, glacèrent Marcus. 2 mois plus tôt, Kofi et son frère Abel survivaient près des quais, fouillant les poubelles des restaurants pour manger. Une nuit, un homme en uniforme de pilote, avec un sourire trop parfait, leur avait offert de la nourriture et promis un abri. Kofi, méfiant, s'était caché dans une caisse. Abel, affamé, avait suivi. Kofi ne l'avait plus revu. Depuis, il rôdait autour des aérodromes privés, dormant dans des hangars, volant des restes, écoutant les radios pirates avec un vieux récepteur cassé qu'il avait trouvé. Ce matin, il avait reconnu la voix du pilote, un timbre rauque et précis, donnant des instructions codées. Il avait couru, sans savoir si on le croirait, mais poussé par un instinct plus fort que la peur. Les enquêteurs, dépêchés par la FAA et le FBI, disséquèrent le récit de Kofi. Le pilote, identifié comme Vince Carlo, était un rouage d'un réseau de trafic humain sophistiqué, opérant sous la façade d'une compagnie d'affrètement d'élite. Leurs cibles, des PDG, des magnats, des scientifiques, des proies de grande valeur, enlevés en plein vol, rançonnés ou vendus à des organisations clandestines. Carlo, un ancien mercenaire reconverti, avait été engagé par un commanditaire inconnu, quelqu'un qui connaissait les habitudes de Marcus et avait exploité sa panique. Les menaces, la plume, l'oiseau, les caméras sabotées n'étaient pas des avertissements, mais un piège pour le pousser à fuir, droit dans leur filet. Un détail glaçant émergea. Kofi mentionna un écusson sur l'uniforme du pilote, un soleil doré, une aile stylisée, et le chiffre 9. Marcus blêmit. Il connaissait cet emblème. 3 ans plus tôt, il avait engagé une société de sécurité privée, Solaris 9, pour une opération immobilière controversée près de la frontière. Il gérait des extractions discrètes pour des clients VIP. Marcus avait coupé les ponts après des rumeurs sur leurs méthodes douteuses. Quelqu'un, dans l'ombre, avait utilisé son nom pour affréter l'hélicoptère, détournant son passé contre lui. 2 semaines plus tard, un raid sur un entrepôt désaffecté près de la côte libéra 4 garçons, enfermés dans un conteneur rouillé. Abel, maigre, les yeux hantés mais vivants, était parmi eux. Les retrouvailles avec Kofi furent silencieuses, presque sacrées. Ils s'enlacèrent sous la lumière crue des projecteurs, front collé, leur respiration synchronisée comme pour se réancrer au monde. Marcus observait depuis l'ombre, la mâchoire serrée, une boule dans la gorge. Lui, qui avait toujours cru que la victoire se mesurait en dollars, venait de découvrir une vérité plus brute.
Lors d'une conférence de presse au siège de Thorn Enterprises, Marcus parla, sa voix grave résonnant dans la salle bondée. J'ai passé des années à bâtir des murs, des tours, des empires, pensant que l'argent me rendait intouchable. J'ai ignoré les signes, aveuglé par ma propre arrogance. La sécurité, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de vigilance. Et parfois, le danger est vu par ceux que nous ignorons, un enfant pieds nus, qui court plus vite que la peur. Kofi m'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Fidèle à sa parole, Marcus créa la fondation Kofi, un réseau mondial offrant refuge, éducation et protection aux enfants victimes de traite ou en danger. Kofi et Abel furent les premiers bénéficiaires, installés dans une maison lumineuse avec vue sur l'océan, loin des quais où ils avaient lutté pour survivre. Marcus ne les adopta pas, il leur demanda, un soir, s'ils accepteraient de l'adopter, lui, comme un homme déterminé à apprendre de leur courage et à ne plus jamais laisser son ignorance coûter une vie. L'hélicoptère jaune fut retrouvé, abandonné dans un champ de canne à sucre, ses circuits arrachés, son fuselage vidé. Vince Carlo fut arrêté dans un port brésilien, tentant de fuir sous une fausse identité. Mais l'image qui resta gravée dans les esprits fut celle d'un enfant couvert de boue, courant vers un homme valant des milliards, non pour mendier, mais pour le sauver. On dit que les anges portent des ailes. Ce jour-là, l'ange portait une chemise déchirée, pas de chaussures, et savait exactement quand crier. Ne montez pas dans l'hélicoptère. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous? Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine. Restez bienveillants, restez curieux et continuez à regarder.